Vous avez dit que vous êtes mis d'accord sur le fait d'être en désaccord sur le Kosovo. Vous pouvez être un peu plus précis sur la nature du désaccord à l'heure actuelle? Vous avez invité les participants à venir voir une lutte ici? Non, mais vous n'y arriverez pas, car je suis une personne très calme. Alors je vais prendre la parole et ma collègue pourra continuer. En fait, l'histoire est connue de tout un chacun. Et de nos jours, le Kosovo est une république qui est reconnue par de nombreux pays. Et bien sûr, les États-Unis et beaucoup de pays européens, tels que la France, ont également reconnu le Kosovo. Mais il y a aussi d'autres pays qui n'ont pas reconnu le Kosovo. Et ceci est la réalité. C'est un État qui opère de façon indépendante et souveraine, qui a ses propres institutions. Et je suis heureux de pouvoir dire qu'ils ont un modèle vraiment très admirable par rapport au respect qu'ils ont envers les minorités. Minorités qui sont représentées au Parlement, qui sont représentées au niveau du gouvernement, bien sûr. Donc, je suis convaincu. J'ai toujours été convaincu, je reste convaincu qu'en reconnaissant le Kosovo, eh bien, ce sera un grand pas par l'avant de la part de la Serbie, et que cela pourrait permettre de relever les défis du passé ou les problèmes du passé qui nous empêchent d'aller de l'avant. Bien sûr, ça c'est de notre part, de notre côté. Mais je dois aussi reconnaître, avant qu'Anna ne prenne la parole, je dois reconnaître qu'il y a un effort considérable du côté de la Serbie, de la part surtout du président, d'ouvrir le dialogue au niveau du pays pour aller de l'avant avec ce processus et aussi pour considérer le fait que dans ce processus, il est nécessaire non pas de continuer sur la position actuelle, à savoir que non, on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire. Et je respecte cela. Je sais que c'est un processus laborieux, difficile, mais le plus tôt sera le mieux. Et je pense qu'une solution pourrait vraiment réassurer tout le monde et apaiser les choses. Le dernier point, c'est que notre principal défi, eh bien, ce n'est pas entre nous, c'est avec l'Union européenne. Donc nous sommes dans une situation où lorsque l'Union européenne se portait bien, eh bien nous étions leurs amis. Maintenant, l'Union européenne ne se porte pas très bien et nous ne sommes plus ses amis apparemment. Donc je ne sais pas d'où va venir la solution. Alors l'Union européenne nous dit, par exemple, on veut se marier à vous, mais on ne veut pas négocier à vous car on a des problèmes. Donc nous sommes des candidats à ce mariage, mais nous ne nous parlons pas. Il n'y a pas de dialogue. Donc j'espère que cela aura lieu bientôt. Alors, bien sûr que tous les pays européens n'ont pas reconnu le Kosovo, notamment l'Espagne, si je ne me trompe pas, pour des raisons que certainement les personnes comprennent beaucoup mieux aujourd'hui. Mais avant de passer la parole à Madame la Première ministre, franchement, est-ce que vous ne pensez pas que l'histoire d'un Kosovo indépendant est une histoire de réussite? Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Eh bien, dans tous les aspects, au niveau de la sécurité, au niveau donc de l'arrêt du trafic, la stabilité également. Eh bien, écoutez, tout d'abord, c'est un nouvel État. Et laissez-moi vous dire franchement que
Il est facile, enfin c'est devenu une tendance maintenant de connecter le trafic, la corruption avec la région des Balkans et c'est très facile également pour beaucoup de personnes qui ne veulent pas que les choses aillent de l'avant de saisir cet argument. Je vais vous dire une chose et je m'arrêterai. J'ai vu un rapport de la Commission européenne sur la corruption dans l'Union européenne. Les chiffres sont bien plus élevés que les PIB de tous nos pays réunis. Donc j'accepte d'être critiqué sur cela, car la nature de la corruption dans nos pays est différente, car cela a beaucoup à voir avec les institutions qui doivent être renforcées, qui doivent être modernisées également, comme avec le soutien de l'État en quantité moderne. Chose qui n'est pas le cas encore, comme c'est le cas en Allemagne et dans d'autres pays amis, car ils ont dû travailler depuis très longtemps pour avoir ce qu'ils ont à l'heure actuelle, ce qui n'est pas le cas avec nous. Cependant, je dois dire que oui, nous avons des problèmes de criminalité, nous avons des problèmes de corruption, nous avons tout un éventail de problèmes. Mais que ce soit les Balkans, l'Albanie ou le Kosovo, eh bien, ce ne sont pas les pays de la corruption, les pays pères de la corruption ou de la criminalité, absolument pas. Peut-être que vous trouverez un de ces pays, mais pas dans les Balkans, pas en Albanie et ni au Kosovo. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Je me suis rendu en Serbie et au Kosovo. J'ai été au Champ des Merles. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le Champ des Merles. Je ne sais pas comment on le dit en anglais. Vous avez dit que je parle français mieux que vous. C'est en fait le berceau de la Serbie. C'est le berceau de l'origine en fait de la Serbie. Est-ce que cette séparation est toujours considérée comme une blessure terrible? Est-ce que la question du Kosovo est aussi sensible qu'il y a, dirais-je, 10 ans? Mon impression, c'est que ce n'est plus tellement le cas. Les choses se sont un peu apaisées. Non, c'est encore très sensible. C'est encore très sensible. Et je pense que cela va rester une question très, très émotionnelle pour la Serbie. Car le centre de l'Église orthodoxe de Serbie est basé au Kosovo depuis les temps médiévaux déjà. La capitale était au Kosovo et donc et tous ces endroits portent toujours le même nom. Donc lorsque vous regardez la carte géographique, eh bien ça nous fait penser vraiment au berceau de la Serbie. Donc c'est une question très sensible. Nous essayons bien sûr d'être aussi souples que possible. Nous essayons de ne pas considérer la question du point de vue émotionnel, car on sait ce que les émotions ont fait de nous dans le passé. Donc on essaie de rester pragmatique. Le statut du Kosovo, je dois l'admettre, c'est une question très directe pour nous. C'est une question de loi, de droit international en fait. Et le droit international est très clair. Et on continue à dire que si on reconnaît la déclaration unilatérale de l'indépendance du Kosovo, vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'Espagne est un pays ami et nous restons calmes et sereins pour pour nous assurer en fait que la situation en Espagne avec la Catalogne n'explose pas complètement. Mais lorsqu'il n'y a pas de respect de le droit international, eh bien on a tendance à violer certaines frontières. Et donc par exemple en Serbie nous avions la Crimée. Nous avons reconnu la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, bien que nous ayons une très bonne relation avec la Russie, car
ceci est aligné sur les principes de droit international. Mais lorsque l'on ne reconnaît pas le droit international, la situation se complique. C'est pour ça que l'on dit toujours, et c'est ce qui devient de plus en plus apparent. Et je pense que l'Europe est sortie maintenant d'une période très difficile avec le Brexit. Et toutes les grandes élections qui ont eu lieu, que ce soit en Allemagne, en France, en Autriche, aux Pays-Bas, ceci a contribué à renforcer l'Europe. Et ensuite, il y a eu cet événement en Espagne. Donc, encore une fois, nous, on dit, mais retournez et appliquez le droit international. Et si on respecte le droit international, eh bien, nous vivrons tous dans un monde beaucoup plus sécurisé. Et c'est ce que l'on continue à dire depuis toujours. Ce qui est également important, c'est que la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Et les Serbes du Kosovo sont des politiciens très responsables qui maintenant font partie du gouvernement à Pristina. Car il nous faut penser tout d'abord à la qualité de la vie des citoyens et la sécurité des citoyens. Donc, je ne pense pas que la Serbie peut reconnaître l'indépendance du Kosovo, étant donné tout cela. Et pour ouvrir encore davantage la boîte de Pandore, nous sommes engagés et nous pensons, notre priorité c'est de penser à la qualité de vie des citoyens du Kosovo. D'autres analystes externes sont tout à fait d'accord, mais du point de vue du droit international, il y a un réel problème. Mais bon, on ne va pas discuter de cela ici. Je voudrais maintenant passer à l'Union européenne et aux aspirations qu'ont la Serbie et l'Albanie de rejoindre l'Union européenne. Alors la question, c'est est-ce que les problèmes du Kosovo vont être dissous, pensez-vous, au niveau de l'Union européenne, si l'Union européenne s'élargit en vue d'intégrer les deux pays? Ou est-ce que vous pensez que ça pourrait être le contraire? Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait signifier davantage de désintégration de l'Union européenne? C'est une question car après l'effondrement de l'Empire soviétique, nous avons dû élargir l'Europe très rapidement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle l'Union européenne fait face à de nombreuses difficultés. Nous avons été forcés à élargir l'Union européenne trop rapidement. Donc, mais aujourd'hui, il y a un certain degré d'hétérogénéité au niveau de l'Union européenne. Et il y a beaucoup de problèmes, en fait, qui sont assez difficiles à surmonter. Et le Premier ministre Rama y a fait allusion il y a quelques minutes. Donc, la question que je vous pose à tous les deux, c'est, vous avez dit que la Serbie ne reconnaîtra jamais le Kosovo. Jamais, quand on dit jamais, cela dépend bien sûr des développements historiques, y compris peut-être l'intégration au sein de l'Union européenne. Mais comment est-ce que vous voyez votre propre futur au niveau avec l'Union européenne? Et nous, l'Union européenne, qu'est-ce que nous devrions faire aujourd'hui? Et comment pourrait-on assurer que l'on peut développer un processus qui, au fur et à mesure, au cours du temps, pourra résoudre le problème? Tout d'abord, je dirais que c'est un moment historique complètement différent. Si on compare l'élargissement de l'Union européenne au début, avec la nécessité de finaliser le processus, je ne pense pas que ce soit... on ne devrait pas parler d'élargissement dans ce cas. Et ce pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, l'Europe a besoin au niveau stratégique de s'assurer que les Balkans ne soient pas une zone grise sur laquelle d'autres acteurs peuvent avoir la main mise pour promouvoir leurs agendas personnels et créer ainsi des troubles.
Aussi, deuxièmement, je dirais que nous vivons à une époque où il y a un ami de cette conférence, le patriarche. Le patriarche se souvient très bien de cela, que ceci est lié également à la façon dont différentes religions cohabitent. Et n'oublions pas que les Balkans, la zone des Balkans est une des zones les plus diversifiées en termes de religion en Europe. Donc les musulmans qui vivent dans les Balkans sont les musulmans les plus pro-européens que vous pourrez trouver dans... Et ils sont plus pro-américains, nos musulmans sont plus pro-américains que même les Texans eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui ne va pas être le cas ad vita aeternam, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre pour acquis aussi. Donc le radicalisme, les troubles peuvent surgir. Et la situation sera comme avant, ce ne sera pas un problème seulement pour les Balkans, mais ce sera un problème aussi pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc il est important également de finaliser ce projet pour la même raison que celle que les anti-européens expriment, pour justement assurer d'avoir une Europe beaucoup plus sécurisée. Et les Balkans doivent faire partie intégrante de ce projet. Sinon, il va y avoir des plateformes qui vont être créées, des plateformes qui vont causer beaucoup de troubles. Donc, c'est une question de stratégie. Aussi, on comprend que, au regard de tous les problèmes auxquels fait face l'Europe à l'heure actuelle, avec de nouveaux venus, il n'est pas très agréable de penser à étendre cela aux Albaniens, aux Serbiens, aux Macédoniens, qui vont devoir aussi intégrer l'Union européenne. Et imaginez avoir des Serbes ou des Albanais qui ont le droit de veto, etc. Pour moi, ce n'est pas très sensé. Mais bon, mais c'est la raison pour laquelle l'Europe doit entreprendre des réformes. L'Europe doit changer. Et je sympathise avec ce que le président Macron essaye de promouvoir, à savoir une façon différente de faire fonctionner l'Union européenne. Car l'Union européenne ne peut pas rester le grand-père et la grand-mère. Et ensuite, on a les parents et les enfants qui ont également le même pouvoir de vote. Et ensuite, vous avez un autre pays qui va vous dire non, il n'y a pas de... moi, j'ai le droit de veto, donc j'impose mon droit. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il n'y ait pas de négociation entre l'Union européenne et l'Albanie, ou avec la Macédonie, ou avec les autres pays. La Serbie et le Monténégro négocient. Mais nous sommes un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Donc nous sommes candidats au mariage. On nous a dit qu'on allait se marier, mais on nous dit de quoi on ne doit pas parler. Donc la négociation, en fait, n'est pas une obligation. On peut dire, voilà, on est en train de négocier, mais vous n'êtes pas prêt, donc vous devez faire ceci et cela avant de reprendre les négociations. Mais de ne pas se parler, c'est quelque chose d'incompréhensible, vraiment. Je suis complètement d'accord avec Hadir. Je pense que l'Europe du Sud-Est, qu'on appelle les Balkans de l'Ouest, les Balkans ont besoin de l'Union européenne, mais l'Union européenne a besoin des Balkans aussi. Pour assurer, bien sûr, la sécurité. Donc, la Serbie a commencé à négocier
Nous avons déjà ouvert 10 chapitres sur 35 chapitres. Nous espérons avoir encore 3 ou 4, 5 chapitres d'ouverts d'ici la fin de l'année. Mais nous soutenons totalement le début des négociations de l'Union européenne avec l'Albanie et nous espérons qu'elles vont avoir lieu aussitôt que possible. C'est une bonne chose pour la région. C'est un bon signal qui est envoyé à tous les citoyens des Balkans qui essayent de réformer les sociétés dans lesquelles ils vivent. Afin de pouvoir tout d'abord faire des progrès au niveau économique, s'améliorer au niveau économique, mais pour entreprendre également des réformes sociales, pour transformer le système judiciaire, pour appliquer le droit, l'état de droit, etc. Donc je pense qu'il est très important que les négociations commencent, notamment avec l'Albanie. On va bien sûr aussi continuer avec notre processus d'accession à l'Union européenne. Mais pour en revenir à ce qui est très important, ce n'est pas la vitesse à laquelle nous ouvrons et finalisons ces chapitres. Ce qui est important, c'est la vitesse à laquelle nous mettons en œuvre ces réformes. Réformes qui assurent la stabilité macroéconomique, la stabilité fiscale, la discipline fiscale. Nous avons également une administration publique beaucoup plus transparente qui se concentre davantage sur les citoyens. Nous avons l'égalité du droit au niveau du système judiciaire. Tout ceci est très important pour nous, pour nos citoyens, pour nos entreprises. Et bien sûr, cela nous mène à l'Union européenne. Et je pense en fait que l'Europe, notre région a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de notre région. Et ce qui pourra mener à cela, eh bien, c'est la stabilité régionale. C'est pour ça que le processus de Berlin est très important. Et ce qui pourra mener à la stabilité régionale, eh bien, c'est le développement de l'économie, le développement des entreprises. Et cette zone économique régionale, enfin, pour en revenir à la zone économique dont nous avons parlé. Alors, maintenant, il y a la relation entre donc l'Albanie, le Kosovo, la Serbie, l'Albanie et l'Union européenne. Malgré toutes les difficultés, la Chambre du commerce de la Serbie a aidé la Chambre du commerce du Kosovo à se joindre et à adhérer à la Chambre internationale de commerce. Et la Chambre de commerce de la Serbie, et le président est un très bon ami de M. Rama, seront régulièrement en Albanie et je pense que la relation et la coopération économique est quelque chose qui pourra montrer le chemin, qui pourra nous faire aller de l'avant et c'est quelque chose qui doit être suivi par les politiciens.